Chers amis, bienvenue sur notre chaîne où nous décryptons ensemble les événements qui façonnent l'avenir de l'Afrique et du monde. Aujourd'hui, nous allons explorer un événement historique absolument extraordinaire qui a secoué les fondements même de la diplomatie internationale. La Jamaïque vient d'annoncer le versement de 600 millions de dollars au Burkina Faso en guise de réparations historiques. Oui, vous avez bien entendu, 600 millions de dollars sans aucune conditionnalité. Derrière cette décision révolutionnaire se cache un homme dont le nom résonne désormais sur tous les continents, Ibrahim Traoré, le jeune leader burkinabé qui défie l'ordre mondial établi avec une audace et une détermination remarquables. Si vous voulez comprendre comment cette petite nation caribéenne a osé ce que les grandes puissances refusent depuis des décennies, si vous voulez découvrir comment cette alliance inédite pourrait transformer durablement les relations sud-sud et redessiner la carte géopolitique mondiale, alors restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez surtout pas de laisser un like si vous appréciez notre contenu, de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses approfondies et d'activer la cloche de notification pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Maintenant, plongeons ensemble dans cette histoire fascinante qui prouve que le changement est possible quand le courage rencontre la dignité. D'autres soulignaient que le Burkina Faso, malgré les efforts d'Ibrahim Traoré, demeurait un pays fragile, confronté à des défis sécuritaires majeurs et à des divisions internes qui pourraient compromettre l'utilisation efficace de ses fonds. Ces objections, aussi légitimes soient-elles, passaient à côté de l'essentiel. Au-delà des chiffres et des considérations techniques, ce qui se jouait à Kingston était avant tout une bataille symbolique pour redéfinir les termes du débat international sur la justice, la dignité et la responsabilité historique. Pour comprendre pleinement la portée de ce moment historique, il faut le replacer dans la trajectoire politique d'Ibrahim Traoré depuis son arrivée au pouvoir. Le jeune capitaine burkinabé n'est pas sorti de nulle part, il s'inscrit dans une longue tradition de leaders africains qui ont refusé de se soumettre aux diktats extérieurs et ont cherché à construire une voie authentiquement africaine de développement. Dès ses premiers discours, Traoré a martelé un message simple mais radical: la souveraineté ne se négocie pas, elle se conquiert et se défend. Cette rhétorique de la dignité retrouvée a profondément résonné auprès des populations burkinabées, plus largement, auprès des jeunes générations africaines fatiguées des discours paternalistes et des promesses de développement qui cachent mal la perpétuation de rapports de domination néocoloniaux. Le leader burkinabé a compris que la bataille pour l'indépendance véritable ne se jouait pas seulement sur le terrain militaire ou économique, mais aussi et surtout dans le domaine symbolique et discursif, dans la capacité à imposer un nouveau vocabulaire et de nouvelles catégories de pensée qui échappent au cadre conceptuel hérité de la période coloniale. Le discours jamaïcain a ainsi offert à Ibrahim Traoré quelque chose d'inestimable, une validation internationale de son approche politique et une démonstration concrète que sa vision d'un monde multipolaire où les relations entre nations seraient basées sur le respect mutuel plutôt que sur la domination n'était pas une utopie irréaliste. En choisissant le Burkina Faso comme bénéficiaire de cette initiative de réparation, la Jamaïque envoyait un message clair aux autres nations. Il est possible de briser le cercle vicieux de la dépendance et de construire des partenariats authentiques entre peuples du Sud qui partagent une histoire commune de résistance à l'oppression. Ce choix n'était pas anodin et résultait de mois de discussions discrètes entre diplomates caribéens et africains qui avaient identifié dans la politique de Traoré une opportunité unique de démontrer la viabilité d'un modèle alternatif de coopération internationale. Le Burkina Faso devenait ainsi un laboratoire géopolitique où se testait la possibilité d'une véritable émancipation des anciennes colonies vis-à-vis des structures de pouvoir héritées de l'époque coloniale et reconduites sous des formes renouvelées à l'ère de la mondialisation néolibérale. L'annonce des 600 millions de dollars n'était pas simplement un chiffre jeté en pâture aux médias pour créer un effet d'annonce spectaculaire mais éphémère. Derrière ce montant se cachait une architecture financière sophistiquée qui bouleversait les conventions établies en matière de coopération internationale et de transfert de fonds entre nations. L'innovation majeure résidait dans le mécanisme même de financement qui reposait sur la conversion d'une partie de la dette extérieure jamaïcaine en obligation de réparation, créant ainsi un précédent juridique et financier sans équivalent dans l'histoire récente des relations internationales. Cette ingénierie financière permettait à la Jamaïque de mobiliser des ressources considérables sans pour autant déstabiliser ses équilibres macroéconomiques internes, répondant ainsi aux critiques qui ne manqueraient pas de pointer l'irresponsabilité d'un tel engagement pour un pays aux ressources limitées. Le génie de ce montage résidait dans sa capacité à transformer une contrainte historique, la dette héritée de décennies de politiques d'ajustement structurel imposées par les institutions financières internationales, en levier d'émancipation et de solidarité sud-sud. La répartition programmée des fonds révélait une vision stratégique du développement qui rompait avec les approches traditionnelles centrées sur les grands projets d'infrastructures spectaculaires mais souvent déconnectés des besoins réels des populations. 45% des ressources seraient allouées aux infrastructures rurales, un choix délibéré qui reconnaissait que le développement véritable commence par l'amélioration des conditions de vie dans les campagnes où réside la majorité de la population burkinabé.
Ces investissements couvriraient la construction de routes secondaires permettant de désenclaver des zones jusque-là isolées, l'électrification de villages qui attendaient depuis l'indépendance d'être raccordés au réseau national, et l'adduction d'eau potable dans des régions où les femmes et les enfants passaient encore des heures chaque jour à collecter l'eau nécessaire aux besoins du foyer. 30% des fonds seraient dirigés vers les secteurs de la santé et de l'éducation, avec l'objectif explicite de construire 10 nouveaux hôpitaux et 30 écoles polyvalentes d'ici 2030, un programme ambitieux qui traduisait la volonté de ne pas se contenter de discours sur le développement humain mais d'investir massivement dans les infrastructures sociales de base. Les 25% restants étaient réservés à la relance industrielle, avec un accent particulier sur la filière coton et la transformation locale du manganèse, deux secteurs stratégiques pour l'économie burkinabé. Ce choix reflétait une compréhension profonde des dynamiques économiques qui condamnent les pays africains à rester des exportateurs de matières premières à faible valeur ajoutée tout en important à prix fort les produits manufacturés dont ils ont besoin. En investissant dans les capacités de transformation locale, l'objectif était de briser ce cercle vicieux et de permettre au Burkina Faso de capter une plus grande part de la valeur créée dans ses chaînes de production. Ibrahim Traoré avait à maintes reprises souligné dans ses discours que la véritable indépendance économique passait nécessairement par l'industrialisation et le développement de capacités productives nationales, et le plan d'allocation des fonds jamaïcains s'inscrivait parfaitement dans cette vision stratégique. Cette approche holistique du développement, qu'il y ait infrastructure physique, capital humain et capacité productive, témoignait d'une maturité dans la réflexion sur le développement qui contrastait fortement avec les politiques fragmentées et incohérentes que les institutions internationales avaient longtemps imposées aux pays africains. La structure de gouvernance mise en place pour superviser l'utilisation de ces fonds constituait en elle-même une innovation institutionnelle majeure qui redéfinissait les standards de la coopération internationale. Le Conseil bilatéral de développement réparateur créé à cette occasion était composé à parts égales de représentants burkinabés et jamaïcains, garantissant ainsi une véritable cogestion des ressources plutôt que le schéma habituel où le donateur impose ses conditions et ses priorités aux récipiendaires. Ce conseil aurait pour mission de définir les priorités stratégiques, d'approuver les projets spécifiques, de superviser leur mise en œuvre et d'évaluer leur impact sur le terrain. D'autres soulignaient que le Burkina Faso, malgré les efforts d'Ibrahim Traoré, demeurait un pays fragile, confronté à des défis sécuritaires majeurs et à des divisions internes qui pourraient compromettre l'utilisation efficace de ces fonds. Ces objections, aussi légitimes soient-elles, passaient à côté de l'essentiel. Au-delà des chiffres et des considérations techniques, ce qui se jouait à Kingston était avant tout une bataille symbolique pour redéfinir les termes du débat international sur la justice, la dignité et la responsabilité historique. Pour comprendre pleinement la portée de ce moment historique, il faut le replacer dans la trajectoire politique d'Ibrahim Traoré depuis son arrivée au pouvoir. Le jeune capitaine burkinabé n'est pas sorti de nulle part, il s'inscrit dans une longue tradition de leaders africains qui ont refusé de se soumettre aux diktats extérieurs et ont cherché à construire une voie authentiquement africaine de développement. Dès ses premiers discours, Traoré a martelé un message simple mais radical: la souveraineté ne se négocie pas, elle se conquiert et se défend. Cette rhétorique de la dignité retrouvée a profondément résonné auprès des populations burkinabées, plus largement, auprès des jeunes générations africaines fatiguées des discours paternalistes et des promesses de développement qui cachent mal la perpétuation de rapports de domination néocoloniaux. Le leader burkinabé a compris que la bataille pour l'indépendance véritable ne se jouait pas seulement sur le terrain militaire ou économique, mais aussi et surtout dans le domaine symbolique et discursif, dans la capacité à imposer un nouveau vocabulaire et de nouvelles catégories de pensée qui échappent au cadre conceptuel hérité de la période coloniale. Le discours jamaïcain a ainsi offert à Ibrahim Traoré quelque chose d'inestimable, une validation internationale de son approche politique et une démonstration concrète que sa vision d'un monde multipolaire où les relations entre nations seraient basées sur le respect mutuel plutôt que sur la domination n'était pas une utopie irréaliste. En choisissant le Burkina Faso comme bénéficiaire de cette initiative de réparation, la Jamaïque envoyait un message clair aux autres nations. Il est possible de briser le cercle vicieux de la dépendance et de construire des partenariats authentiques entre peuples du Sud qui partagent une histoire commune de résistance à l'oppression. Ce choix n'était pas anodin et résultait de mois de discussions discrètes entre diplomates caribéens et africains qui avaient identifié dans la politique de Traoré une opportunité unique de démontrer la viabilité d'un modèle alternatif de coopération internationale. Le Burkina Faso devenait ainsi un laboratoire géopolitique où se testait la possibilité d'une véritable émancipation des anciennes colonies vis-à-vis des structures de pouvoir héritées de l'époque coloniale et reconduites sous des formes renouvelées à l'ère de la mondialisation néolibérale. L'annonce des 600 millions de dollars n'était pas simplement un chiffre jeté en pâture aux médias pour créer un effet d'annonce spectaculaire mais éphémère. Derrière ce montant se cachait une architecture financière sophistiquée qui bouleversait les conventions établies en matière de coopération internationale et de transfert de fonds entre nations. L'innovation majeure résidait dans le mécanisme même de financement qui reposait sur la conversion d'une partie de la dette extérieure jamaïcaine en obligation de réparation, créant ainsi un précédent juridique et financier sans équivalent dans l'histoire récente des relations internationales.
Cette ingénierie financière permettait à la Jamaïque de mobiliser des ressources considérables sans pour autant déstabiliser ses équilibres macroéconomiques internes, répondant ainsi aux critiques qui ne manqueraient pas de pointer l'irresponsabilité d'un tel engagement pour un pays aux ressources limitées. Le génie de ce montage résidait dans sa capacité à transformer une contrainte historique, la dette héritée de décennies de politiques d'ajustement structurel imposées par les institutions financières internationales, en levier d'émancipation et de solidarité sud-sud. La répartition programmée des fonds révélait une vision stratégique du développement qui rompait avec les approches traditionnelles centrées sur les grands projets d'infrastructures spectaculaires mais souvent déconnectés des besoins réels des populations. 45% des ressources seraient allouées aux infrastructures rurales, un choix délibéré qui reconnaissait que le développement véritable commence par l'amélioration des conditions de vie dans les campagnes où réside la majorité de la population burkinabé. Ces investissements couvriraient la construction de routes secondaires permettant de désenclaver des zones jusque-là isolées, l'électrification de villages qui attendaient depuis l'indépendance d'être raccordés au réseau national, et l'adduction d'eau potable dans des régions où les femmes et les enfants passaient encore des heures chaque jour à collecter l'eau nécessaire aux besoins du foyer. 30% des fonds seraient dirigés vers les secteurs de la santé et de l'éducation, avec l'objectif explicite de construire 10 nouveaux hôpitaux et 30 écoles polyvalentes d'ici 2030, un programme ambitieux qui traduisait la volonté de ne pas se contenter de discours sur le développement humain mais d'investir massivement dans les infrastructures sociales de base. Les 25% restants étaient réservés à la relance industrielle, avec un accent particulier sur la filière coton et la transformation locale du manganèse, deux secteurs stratégiques pour l'économie burkinabé. Ce choix reflétait une compréhension profonde des dynamiques économiques qui condamnent les pays africains à rester des exportateurs de matières premières à faible valeur ajoutée tout en important à prix fort les produits manufacturés dont ils ont besoin. En investissant dans les capacités de transformation locale, l'objectif était de briser ce cercle vicieux et de permettre au Burkina Faso de capter une plus grande part de la valeur créée dans ses chaînes de production. Ibrahim Traoré avait à maintes reprises souligné dans ses discours que la véritable indépendance économique passait nécessairement par l'industrialisation et le développement de capacités productives nationales, et le plan d'allocation des fonds jamaïcains s'inscrivait parfaitement dans cette vision stratégique. Cette approche holistique du développement, qu'il y ait infrastructure physique, capital humain et capacité productive, témoignait d'une maturité dans la réflexion sur le développement qui contrastait fortement avec les politiques fragmentées et incohérentes que les institutions internationales avaient longtemps imposées aux pays africains. La structure de gouvernance mise en place pour superviser l'utilisation de ces fonds constituait en elle-même une innovation institutionnelle majeure qui redéfinissait les standards de la coopération internationale. Le Conseil bilatéral de développement réparateur créé à cette occasion était composé à parts égales de représentants burkinabés et jamaïcains, garantissant ainsi une véritable cogestion des ressources plutôt que le schéma habituel où le donateur impose ses conditions et ses priorités aux récipiendaires. Ce conseil aurait pour mission de définir les priorités stratégiques, d'approuver les projets spécifiques, de superviser leur mise en œuvre et d'évaluer leur impact sur le terrain. Plus remarquable encore, le mécanisme d'évaluation trimestrielle ne ferait pas appel aux institutions financières occidentales traditionnelles mais s'appuierait sur des universités et centres de recherche régionaux, marquant ainsi une volonté de décoloniser également les processus d'expertise et d'évaluation qui accompagnent les programmes de développement. Cette confiance accordée aux capacités d'expertise africaines et caribéennes constituait en soi une rupture symbolique forte avec des décennies de pratiques où l'Occident s'arrogeait le monopole de la définition des critères de bonne gouvernance et d'utilisation efficace des ressources. L'engagement de transparence qui accompagnait cette initiative allait bien au-delà des déclarations de principes habituelles qui parsèment les documents officiels sans jamais se traduire par des pratiques concrètes. Le Conseil bilatéral s'était engagé à publier tous les 3 mois un rapport détaillé accessible au grand public sur Internet, détaillant l'utilisation de chaque dollar jusqu'au moindre détail, avec des données ventilées par secteur, par région et par type de dépenses. Cette transparence radicale servait un double objectif. D'une part, elle permettait de prévenir les risques de corruption et de détournement qui ont si souvent entaché les programmes d'aide au développement. D'autre part, elle constituait un outil pédagogique puissant pour démontrer au monde entier qu'il était possible de mener des programmes de coopération sud-sud efficaces et honnêtes sans recourir aux mécanismes de contrôle et de surveillance imposés par les institutions financières internationales. Cette démarche de transparence intégrale transformait les citoyens burkinabés et jamaïcains en véritables parties prenantes du processus, leur donnant les moyens de suivre en temps réel l'impact concret de cette initiative historique et de tenir leurs dirigeants responsables de l'utilisation des fonds. Les premières analyses économiques produites par des centres de recherche indépendants commençaient à révéler l'ampleur potentielle de cette initiative sur l'économie burkinabé. La Banque centrale du Burkina Faso avait enregistré une hausse de 12,4% de ses réserves au second trimestre 2025, la progression la plus forte observée depuis 2016, témoignant d'un regain de confiance des opérateurs économiques dans les perspectives du pays. Cette amélioration des fondamentaux économiques s'expliquait en partie par l'anticipation des flux financiers jamaïcains, mais également par un effet psychologique plus diffus.
l'initiative jamaïcaine avait contribué à améliorer l'image internationale du Burkina Faso et à attirer l'attention d'autres partenaires potentiels intrigués par cette expérience innovante de coopération sud-sud. Les projections réalisées par l'Université de Lagos suggéraient que si le modèle jamaïcain était reproduit par seulement 5 autres États caribéens, le continent africain pourrait recevoir plus de 3 milliards de dollars sur 10 ans sous forme de fonds souverains de réparation. Une somme considérable qui pourrait véritablement transformer les perspectives de développement de nombreux pays africains encore englués dans les contraintes héritées de décennies de programmes d'ajustement structurel. Ces perspectives optimistes ne faisaient pas l'unanimité et suscitaient de vives controverses dans les cercles d'économistes et d'analystes qui scrutaient cette initiative avec un mélange de curiosité et de scepticisme. Les critiques les plus virulentes provenaient d'économistes occidentaux qui y voyaient une initiative populiste sans fondement structurel solide, une opération de communication spectaculaire mais vouée à l'échec face aux contraintes économiques réelles. Ils soulignaient que la Jamaïque, avec un produit intérieur brut inférieur à 30 milliards de dollars, ne pouvait raisonnablement soutenir un tel engagement financier sans fragiliser dangereusement ses propres équilibres macroéconomiques et compromettre sa capacité à faire face à ses obligations domestiques. D'autres critiques, plus cyniques, accusaient Ibrahim Traoré d'instrumentaliser habilement la rhétorique panafricaniste pour masquer les difficultés internes du Burkina Faso et détourner l'attention de ses échecs dans la lutte contre l'insécurité qui continuait de gangrener certaines régions du pays. Ces objections, bien que recevables sur le plan analytique, révélaient surtout une incapacité ou une réticence à penser au-delà des catégories économiques néolibérales qui ont dominé le discours sur le développement depuis plusieurs décennies. Face à ces critiques, les défenseurs du projet opposaient une contre-argumentation systématique et documentée qui déplaçait les termes du débat. Premièrement, ils soulignaient que le financement reposait sur la réaffectation de dettes historiques et non sur un prélèvement budgétaire direct, ce qui minimisait considérablement l'impact sur les finances publiques jamaïcaines et rendait l'opération soutenable à moyen terme. Deuxièmement, ils insistaient sur le fait que ce partenariat n'imposait ni contrepartie politique ni tutelle administrative, rompant ainsi avec la logique de l'aide conditionnée qui avait si souvent reproduit et perpétué les rapports de dépendance entre anciennes colonies et anciennes métropoles. Troisièmement, ils mettaient en avant l'impact symbolique de cette reconnaissance d'égal à égal entre deux nations anciennement colonisées, un impact qui dépassait de très loin la simple arithmétique économique et contribuait à redessiner les contours de la géopolitique mondiale en redonnant aux nations du Sud leur agentivité historique. Cette dimension symbolique n'était pas un supplément d'âme accessoire mais constituait au contraire l'essence même de l'initiative. Il s'agissait de démontrer qu'un autre monde était possible, où les relations entre nations seraient fondées sur le respect mutuel et la reconnaissance des torts historiques plutôt que sur les rapports de force brute hérités de l'époque coloniale. La question de la corruption et du détournement potentiel des fonds, invariablement soulevée dès qu'il est question de programmes de développement en Afrique, méritait d'être traitée avec sérieux sans tomber dans les stéréotypes racistes qui sous-tendent souvent ces préoccupations. Le contre-argument était à la fois simple et puissant. Le risque zéro n'existe dans aucun système, que ce soit en Afrique, en Europe ou en Amérique du Nord, et l'exigence d'une garantie absolue contre tout détournement ne sert souvent qu'à justifier le maintien du statu quo qui, lui, garantit l'injustice. Les mécanismes de transparence mis en place, avec des audits trimestriels réalisés par des institutions régionales indépendantes et une publication intégrale des données financières, offraient des garanties supérieures à celles qu'on retrouve dans de nombreux programmes d'aide traditionnels où l'opacité demeure la règle malgré les discours officiels sur la bonne gouvernance. Plus fondamentalement, cette obsession pour la corruption en Afrique révélait une forme de paternalisme néocolonial qui présumait que les Africains étaient structurellement incapables de gérer honnêtement leurs propres affaires et nécessitaient une supervision externe permanente, une présomption insultante que le partenariat jamaïco-burkinabé rejetait explicitement en affirmant la capacité des peuples du Sud à s'autogouverner de manière responsable. Les discours jamaïcains ont rapidement dépassé le cadre bilatéral pour irradier l'ensemble du système international, créant des dynamiques nouvelles et souvent imprévisibles qui ont pris de court les chancelleries occidentales habituées à dicter l'agenda mondial. À Ouagadougou, la première manifestation concrète de cette nouvelle dynamique s'est traduite par la relance de 3 grands chantiers d'infrastructures qui avaient été suspendus faute de financement, la route Ouagadougou-Fadane-Gourma, la centrale solaire de Zignaré et un programme pilote d'irrigation dans la région du centre-est. Ces projets n'étaient pas simplement des travaux publics ordinaires mais revêtaient une dimension hautement symbolique car ils avaient été initialement planifiés. Avec le soutien de bailleurs de fonds occidentaux qui s'étaient retirés suite aux sanctions économiques imposées au Burkina Faso après l'arrivée au pouvoir d'Ibrahim Traoré. Leur réactivation sans l'appui d'aucune banque multilatérale démontrait de manière éclatante qu'il était possible pour un pays africain de mener des projets d'envergure en s'appuyant sur des partenariats sud-sud plutôt que sur les circuits traditionnels de l'aide au développement. Le ministère burkinabé du Développement annonçait déjà une réduction prévue de 11% des importations alimentaires d'ici 2026, une perspective qui, si elle se confirmait, représenterait un pas significatif vers l'autosuffisance alimentaire tant recherchée par les dirigeants africains depuis les indépendances. Cette reprise d'activité économique a eu un effet immédiat sur la légitimité politique d'Ibrahim Traoré au niveau national et régional.
Le jeune leader burkinabé, qui faisait face à de nombreuses critiques tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, pouvait désormais brandir des résultats concrets et tangibles qui validaient son discours sur la souveraineté et l'autonomie. Dans ses allocutions publiques, Traoré ne manquait jamais de rappeler que chaque mètre de route construit sans conditions extérieures, chaque école bâtie sans avoir à courber l'échine devant des bailleurs de fonds arrogants, représentait un pas de plus vers la véritable indépendance que les pères fondateurs des nations africaines avaient rêvé mais n'avaient jamais pu pleinement réaliser. Ce narratif de la reconquête de la souveraineté résonnait profondément auprès des populations burkinabées, fatiguées de décennies de programmes de développement qui n'avaient abouti qu'à approfondir la dépendance et la marginalisation du pays. La consolidation de la position d'Ibrahim Traoré à l'intérieur du Burkina Faso avait également des répercussions sur la scène régionale où d'autres leaders africains observaient avec attention cette expérience inédite de coopération sud-sud et se demandaient s'ils ne devraient pas suivre une voie similaire. Sur le plan diplomatique, l'initiative jamaïcaine a déclenché un effet domino qui a pris une ampleur que peu d'observateurs avaient anticipée. Dans les capitales africaines et caribéennes, des discussions préliminaires se sont ouvertes sur la possibilité de reproduire ou d'adapter ce modèle de réparation. Le Ghana, qui entretient des liens historiques forts avec les communautés de la diaspora africaine des Amériques, a été parmi les premiers à exprimer son intérêt pour l'établissement d'un mécanisme similaire avec plusieurs nations caribéennes. La Barbade, sous le leadership de sa première ministre Mia Mottley qui s'était déjà illustrée par ses positions courageuses sur la question des réparations coloniales, a annoncé l'ouverture de négociations exploratoires avec plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Trinidad et Tobago, malgré ses propres contraintes économiques, a évoqué la création d'un fonds de solidarité caribéen destiné à soutenir les initiatives de développement autonome en Afrique. L'Union africaine, longtemps critiquée pour son inefficacité et sa dépendance vis-à-vis des financements extérieurs, a inscrit la question des réparations et de la coopération sud-sud à l'ordre du jour de son prochain sommet, signalant une prise de conscience au plus haut niveau politique de l'importance stratégique de ces nouvelles dynamiques géopolitiques. Les réactions des puissances occidentales à cette évolution ont oscillé entre prudence diplomatique calculée et hostilité à peine voilée, révélant les tensions que cette initiative faisait peser sur l'ordre international établi. En Europe, les réactions ont été particulièrement contrastées, reflétant les divisions internes sur la question coloniale et ses héritages contemporains. Des voix progressistes, notamment dans les milieux universitaires et au sein de certaines formations politiques de gauche, ont salué l'initiative jamaïcaine comme un précédent utile qui pourrait inspirer les anciennes puissances coloniales européennes à enfin assumer pleinement leurs responsabilités historiques. Ces voix sont cependant restées minoritaires face au concert de critiques émanant des cercles conservateurs et des milieux d'affaires qui y ont vu un glissement idéologique dangereux vers ce qu'ils qualifiaient d'anti-occidentalisme. Les institutions financières européennes observaient avec une méfiance non dissimulée l'émergence de ce fonds de réparation qui opérait complètement en dehors de leur circuit et échappait à leur contrôle, craignant que ce modèle ne fasse école et ne vienne saper leur influence en Afrique. À Washington, la réaction officielle s'est voulue mesurée et diplomatique, avec des déclarations convenues sur l'importance du dialogue et de la coopération inclusive, mais les analystes politiques ne s'y trompaient pas. L'administration américaine voyait d'un très mauvais œil cette initiative qui renforçait l'influence de leaders africains jugés trop indépendants et insuffisamment alignés sur les intérêts occidentaux. Au-delà des réactions officielles, c'est au niveau des peuples que l'impact de cette initiative s'est révélé le plus profond et le plus durable. Dans les universités africaines et caribéennes, des conférences conjointes sur la mémoire réparée et les nouvelles formes de solidarité sud-sud se sont multipliées, rassemblant étudiants, chercheurs et militants engagés dans la construction d'un monde postcolonial véritablement émancipé. Des artistes des deux continents ont dédié des œuvres à ce rapprochement historique, produisant des films, des chansons, des peintures et des performances qui célébraient cette alliance inédite et exploraient les connexions historiques et culturelles entre les peuples africains et la diaspora caribéenne. Des cinéastes ont commencé à documenter cette alliance en temps réel, conscients qu'ils assistaient à un moment historique qui méritait d'être capturé et préservé pour les générations futures. À Kingston, un parc a été rebaptisé Place du Burkina Faso lors d'une cérémonie émouvante où des représentants des deux nations ont échangé des cadeaux symboliques et prononcé des discours célébrant leur fraternité retrouvée. À Ouagadougou, les autorités municipales ont annoncé qu'une avenue porterait bientôt le nom de Jamaïque libre, inscrivant ainsi dans la géographie urbaine de la capitale burkinabé la trace indélébile de cette alliance historique. La portée émotionnelle et psychologique de cette initiative sur les individus ordinaires, souvent négligés dans les analyses géopolitiques froides et désincarnées, constituait pourtant peut-être son impact le plus profond et le plus transformateur. À Ouagadougou, des mères racontaient avec fierté que leurs enfants apprenaient désormais à l'école qu'il existait une nation lointaine, de l'autre côté de l'océan, qui avait choisi de reconnaître les torts de l'histoire et de tendre la main au peuple burkinabé sans rien attendre en retour. Ces récits pédagogiques simples mais puissants contribuaient à forger chez la jeune génération burkinabé un sentiment de dignité restaurée et une conviction que l'Afrique n'était plus condamnée à rester éternellement la périphérie dominée du système mondial. À Kingston,
Des étudiants caribéens découvraient avec fascination la figure d'Ibrahim Traoré, ce jeune militaire africain qui incarnait à leurs yeux une forme de courage et d'intégrité qu'ils peinaient à retrouver chez leurs propres dirigeants politiques souvent empêtrés dans des scandales de corruption ou des compromissions avec les intérêts néocoloniaux. Cette reconnaissance croisée entre peuples séparés par l'océan mais réunis par une histoire commune de résistance à l'oppression nourrissait un sentiment nouveau et puissant d'appartenance à une même communauté de destin, transcendant les frontières nationales et les divisions géographiques. Les sociétés civiles des deux continents ont rapidement compris qu'elles avaient un rôle crucial à jouer pour transformer cette initiative gouvernementale en un véritable mouvement populaire de transformation sociale. Des organisations non gouvernementales, des associations de quartier, des syndicats et des mouvements sociaux se sont mobilisés pour traduire l'accord jamaïco-burkinabé en actions concrètes sur le terrain. Des campagnes d'éducation historique ont été lancées pour faire connaître au grand public les liens profonds qui unissaient l'Afrique et les Caraïbes depuis l'époque de la traite négrière, déconstruisant les mythes et les oublis sur lesquels reposait l'amnésie coloniale orchestrée par les puissances occidentales. Des programmes d'échange ont été mis en place permettant à des jeunes burkinabés de se rendre en Jamaïque et vice-versa, créant des liens humains directs qui allaient bien au-delà des relations diplomatiques formelles entre États. Des festivals panafricains célébrant les cultures africaines et caribéennes ont fleuri dans les deux régions, offrant des espaces de célébration collective et de réappropriation culturelle. Ces initiatives de la base témoignaient d'une vitalité et d'une créativité extraordinaires qui démentaient les discours fatalistes sur l'apathie des peuples et leur incapacité supposée à se mobiliser pour des causes dépassant leurs intérêts immédiats. Les médias indépendants, jouant leur rôle essentiel de contre-pouvoir et de diffuseurs d'informations alternatives, se sont emparés de cette histoire pour produire des documentaires fouillés qui tissaient les parallèles entre les luttes des esclaves révoltés des Caraïbes et celles des résistants sahéliens contemporains. Ces productions médiatiques, souvent réalisées avec des moyens modestes mais portées par une conviction profonde, contribuaient à construire un récit alternatif à la narration dominante produite par les grands médias occidentaux qui, lorsqu'ils daignaient s'intéresser à l'Afrique, ne retenaient généralement que les images de guerre, de famine et de corruption. En montrant des Africains et des Caribéens acteurs de leur propre histoire, capables de nouer des alliances stratégiques et de mettre en œuvre des projets ambitieux sans tutelle externe, ces médias alternatifs participaient à une bataille symbolique cruciale pour la transformation des imaginaires collectifs. Les récits se rejoignaient, les symboles s'alignaient, créant une esthétique et un langage commun qui matérialisaient visuellement et émotionnellement cette fraternité retrouvée. Les drapeaux burkinabés et jamaïcains flottant côte à côte, les tambours africains résonnant avec les rythmes reggae, les slogans révolutionnaires de Thomas Sankara répondant aux paroles de Bob Marley, autant de signes qui témoignaient de l'émergence d'une culture politique panafricaine renouvelée et adaptée aux défis du XXIe siècle. Sur le plan individuel, l'impact de cette initiative dépassait largement la sphère politique et diplomatique pour toucher la vie quotidienne et les aspirations concrètes de milliers de personnes ordinaires. Des jeunes entrepreneurs burkinabés, galvanisés par cette ouverture internationale, y voyaient une opportunité inédite d'exporter leur savoir-faire vers de nouveaux marchés caribéens et de nouer des partenariats commerciaux mutuellement bénéfiques. Des artistes jamaïcains découvraient avec enthousiasme une scène africaine bouillonnante et réceptive à leur création, trouvant dans ce dialogue artistique transatlantique un espace de liberté créative et d'innovation esthétique. Des universitaires des deux régions lançaient des programmes de recherche collaboratifs sur des thématiques allant de l'histoire de la résistance à l'esclavage aux stratégies contemporaines de développement durable en contexte post-colonial. Les frontières, longtemps perçues comme des barrières infranchissables séparant des mondes étrangers l'un à l'autre, cessaient progressivement d'être des obstacles pour devenir des ponts facilitant les échanges et les circulations. Cette transformation des représentations spatiales et identitaires, bien qu'intangible et difficilement quantifiable, constituait peut-être l'héritage le plus durable et le plus précieux de cette initiative historique, car elle modifiait en profondeur la manière dont des millions de personnes se percevaient elles-mêmes et envisageaient leur place dans le monde. Au cœur de ce grand mouvement de résonance transatlantique, une conviction commune s'imposait progressivement dans les esprits, transcendant les différences de langue, de culture et d'expérience historique immédiate. Cette conviction, simple dans sa formulation mais radicale dans ses implications, affirmait que la souveraineté n'était pas un privilège réservé aux grandes puissances ou aux nations riches, mais une responsabilité partagée par tous les peuples désireux de prendre en main leur propre destin. Chacun à son échelle, qu'il soit citoyen ordinaire, artiste, entrepreneur, étudiant ou militant associatif, participait à ce basculement historique de paradigme qui voyait des nations autrefois humiliées et exploitées se redresser pour exiger le respect et la reconnaissance de leur dignité fondamentale. Le lien entre la Jamaïque et le Burkina Faso ne passait plus seulement par les chancelleries et les bureaux climatisés des diplomates, mais circulait à travers les consciences individuelles, s'incarnait dans des milliers de gestes quotidiens de solidarité et de reconnaissance mutuelle, créant ainsi un tissu social transnational dense et résilient qui pouvait résister aux pressions et aux tentatives de sabotage des forces conservatrices opposées à cette transformation. Le pacte symbolique scellé entre la Jamaïque et le Burkina Faso ne valait que dans la mesure où il... Voilà, chers amis,
Nous arrivons au terme de cette analyse approfondie d'un événement qui restera gravé dans les annales de l'histoire contemporaine. L'initiative jamaïcaine envers le Burkina Faso n'est pas simplement une transaction financière de plus dans le flux complexe de l'aide internationale. C'est un acte politique profondément révolutionnaire qui remet en question des siècles de relations inégales entre le Nord et le Sud, entre les anciennes puissances coloniales et les peuples qu'elles ont dominés. Ibrahim Traoré, par sa cohérence et son refus des compromissions, a catalysé ce moment historique où une nation caribéenne reconnaît enfin sa responsabilité morale et la traduit en actions concrètes. Cette alliance entre la Jamaïque et le Burkina Faso ouvre la voie à un nouveau paradigme de coopération sud-sud basé sur le respect mutuel, la dignité partagée et la reconnaissance des torts historiques. Les 600 millions de dollars annoncés ne sont que le début d'une révolution silencieuse qui pourrait transformer radicalement les rapports de force mondiaux si d'autres nations décident d'emboîter le pas. La question qui demeure est celle-ci, sommes-nous en train d'assister à la naissance d'un mouvement irrépressible ou à un feu de paille qui s'éteindra sous la pression des intérêts établis? Seul l'avenir nous le dira, mais une chose est certaine, le monde ne pourra plus jamais ignorer cette voix africaine qui exige justice et réparation. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, vos commentaires sont toujours précieux et enrichissent nos discussions, alors n'hésitez surtout pas à partager vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous. Si cette analyse vous a plu et vous a apporté un éclairage nouveau sur cet événement historique, prenez quelques secondes pour cliquer sur le bouton like, cela nous aide énormément à faire connaître notre travail. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour continuer à explorer avec nous les transformations profondes qui redessinent l'Afrique et le monde. À très bientôt pour de nouvelles analyses qui vous permettront de mieux comprendre les enjeux cruciaux de notre époque.